j'ai eu un infirmier qui s'est occupé de moi pendant longtemps. Pendant longtemps, il s'est occupé de moi. Je me souviens encore du jour où je suis arrivé dans ma chambre. Je déposais mes affaires. J'avais 2 sacs. J'avais 2 sacs de sport et un sac à dos. Cet infirmier a toujours été là pour moi. Je me souviens de ce jour-là, où il est venu m'aider pour mes bagages. Il est venu m'aider pour mes valises, pour mes bagages, pour mon sac à dos et mes 2 sacs de sport. Il m'a aidé à tout plier, mes t-shirts, mes pulls, mes jeans. Il m'a aidé à ranger mes affaires. C'était une personne humble, sympathique, drôle, aimante. Je ne me souviens plus de son nom et je ne souhaite pas m'en souvenir. Il était tout le temps là pour moi, même dans les moments les plus durs. Dans le moment le plus dur, toute cette convalescence, il a toujours été là, pour moi. Je me souviens le soir, parfois il rentrait dans la chambre, et même si c'était pour rien, il me demandait ce que je faisais. Il me demandait ce que je faisais, même si c'était pour rien. Il était là, et on parlait. Cet homme, qui aujourd'hui peut-être est toujours à l'hôpital, eh bien je le remercie. Je le remercie d'avoir été là, d'avoir été présent, de m'avoir montré cette compassion, de m'avoir montré tout cet amour, si on peut appeler ça de l'amour. Je ne le connaissais pas particulièrement, mais je le remercie de m'avoir montré tout cet amour, de m'avoir montré cette empathie envers moi, d'avoir été là, d'être resté là, de s'être occupé de moi. Je me souviens de tout, dans les moindres détails. La première journée, le soir, il est arrivé et il s'est posé sur mon lit. Il m'a regardé et a dit « C'est moi qui vais m'occuper de toi ». J'étais avec lui et il m'a expliqué. Il m'a expliqué alors que c'était lui qui allait s'occuper de moi. J'étais comme suspendu à ses lèvres. En fait, j'étais pas comme suspendu à ses lèvres, j'étais suspendu à ses lèvres. Cet homme, cet infirmier, m'a expliqué qu'il allait s'occuper de moi, que j'étais à sa charge et que lui était chargé de s'occuper de moi. Il était chargé de s'occuper de mon traitement, s'occuper de moi particulièrement. Il était même chargé de voir comment j'allais émotionnellement. Il venait dans ma chambre, me parlait le soir, le matin. Le premier soir, il m'a aidé à installer mon PC. Il m'a aidé à installer mon PC le premier soir. Il s'est assis sur le bord de mon lit et il m'a regardé. J'ai posé mes mains sur mon clavier et la seule chose qu'il m'ait dite, c'est « Qu'est-ce que tu vas écrire ?» J'ai commencé à écrire et je n'ai rien dit. J'ai beau ne même avoir pas répondu à ce qu'il a dit, il est resté là, assis à côté de moi. J'ai commencé à écrire avec mes mains sur le clavier, avec une main qui était posée sur le côté de mon PC, et avec l'autre qui était sur mon clavier, j'ai commencé à écrire. Et je lui ai dit ce que j'écrivais. Et il est resté là. Il s'est occupé de moi nuit et jour. Émotionnellement, il était là avec moi. Il était là avec moi émotionnellement. Il s'occupait de moi nuit et jour. Il restait avec moi. Le matin, quand il arrivait, dès qu'il arrivait, le matin, il ouvrait les rideaux, me demandait comment j'avais dormi, s'installait sur mon lit près de moi, me donnait mes médicaments. Ensuite, il repartait. Il fermait la porte et me demandait si je voulais laisser les lumières allumées ou éteintes. Quand il revenait,
c'était pour mon plateau, qu'il déposait devant moi. Il installait à la table comme il fallait. Il déposait le plateau, et ensuite il revenait. Parfois même, il restait avec moi, de temps en temps. De temps à autre, c'est moi qui lui demandais de rester. Mais sinon, cet homme que je remercie tant au fond de mon cœur d'avoir fait ça, cet homme que je garde au fond de mon cœur, je ne connais pas son nom ni son âge, ni qui il est vraiment, ni s'il exerce encore le même métier aujourd'hui, mais je le remercie d'avoir fait ça. Je le remercie du fond du cœur de s'être occupé de moi. Il était presque même plus qu'un infirmier à mes yeux. Il s'occupait de moi comme si j'étais son fils. On lui avait demandé ça. On lui avait demandé de s'occuper de moi émotionnellement, de voir comment j'allais, et il s'occupait de moi comme si j'étais son propre fils. Je le remercie de ça, et je ne le remercierai jamais assez. Je me souviens encore exactement de son visage, exactement de la couleur de ses yeux, exactement de la couleur de ses cheveux, la forme de son visage. Je me souviens même la forme qu'avaient ses mains. Je me souviens de sa taille. Je me souviens de l'uniforme qu'il portait, l'uniforme de l'hôpital. Et tous ces jours où il est venu, où il est rentré dans la chambre et qu'il est venu m'ausculter. Je me souviens de ces jours-là, où il est venu m'ausculter. C'était comme être au paradis, quand j'étais à côté de lui. C'est peut-être un peu trop parlé de dire que c'est comme si j'étais au paradis quand j'étais à côté de lui et qu'il m'auscultait, mais cet homme a été tellement gentil avec moi que je pense dire la vérité, que je me sentais bien, vraiment très bien quand il était à côté de moi. Un jour, j'ai eu quelque chose qu'on avait placé dans mon cou. Je crois que ce jour-là, c'était l'un des pires que j'ai pu passer. J'ai eu quelque chose dans le cou, une sorte d'intraveineuse qu'on m'avait mise au cou. C'était sans doute peut-être à la jugulaire, ou alors à la veine cave. Quelque chose comme ça. On m'a dit que c'était dans une veine qui passait par le cou. Je sais que c'était quelque chose en rapport avec le sang. Et ce jour-là, je sentais encore, et rien que d'en parler maintenant et de partager ça avec vous, je sens encore cette intraveineuse, ce fil, parce que c'était vraiment un fil en plastique qui dépassait de mon cou, qu'ils avaient mis en intraveineuse, dans une veine. Rien que d'en parler, je sens encore cette chose à mon cou. Et ce jour-là, j'étais vraiment mal. J'étais très très mal. J'avais mal de plusieurs manières différentes. J'avais mal du fait de rester à l'hôpital. J'avais mal du fait d'être seul. J'avais mal du fait d'être seul, d'être à l'hôpital. Mais je crois que la chose qui me faisait le plus mal, c'était d'avoir cette chose à mon cou. Et d'avoir l'impression que j'étais le seul patient à avoir cette chose à mon cou. C'était ça qui me faisait le plus mal. C'était l'impression que c'était moi, le seul patient de tout l'hôpital à avoir cette chose à mon cou. Un jour, une infirmière est arrivée. Elle s'est mise au bord de mon lit et elle m'a regardé. Elle m'a rassuré et m'a parlé. Mais elle me rassurait pas comme cet infirmier m'a rassuré. Elle a essayé de me rassurer et elle m'a juste dit, on va venir enlever ce que tu as au cou. Elle m'a juste dit qu'on allait venir enlever ce que j'avais au cou. Et je l'ai regardé. Je me suis couché face à la fenêtre. Elle était à l'intérieur de la chambre et elle est partie.
Je lui ai dit que j'étais fatigué. Elle a fermé les rideaux et elle a dit que quelqu'un allait bientôt arriver. Je n'avais pas d'intraveineuse, je n'avais pas de sachet en plastique avec à l'intérieur un produit qui rentrait dans mes veines. Je n'étais pas attaché ou quoi que ce soit. J'avais juste un bracelet avec mon nom, ma date de naissance et le numéro de ma chambre. Je n'étais attaché à rien. Je n'avais pas de perfusion ou quoi que ce soit. Et ce jour-là, j'étais libre d'aller et venir comme je voulais. Et j'ai été à l'entrée de la porte. Une infirmière est arrivée et m'a dit « Il faut que tu rentres maintenant. Va te mettre sur ton lit. » Je lui ai dit non. Elle a commencé à me dire « Oui, mais quelqu'un va arriver. » J'ai insisté sur le fait que quelqu'un devait venir m'enlever cette chose à mon cou. J'insistais sur le fait que ça me faisait mal, que c'était très blessant. Pour moi, c'était très blessant de me dire que quelqu'un allait arriver et que cette personne tardait à arriver. C'est comme si on me donnait l'espoir qu'on allait m'enlever ce truc et que finalement on ne me le retirait pas. J'ai été alors m'installer à la porte. J'ai été m'installer à la porte et je suis resté là. Je suis resté assis et j'ai pensé pendant des heures et des heures. Ça a bien duré 2 ou 3 heures et j'ai pas arrêté de penser la même phrase qui tournait en tête. Cette même phrase me tournait en tête. Une phrase horrible qui me tournait en tête. Cette phrase me tourmentait. De temps en temps, je posais mon bras droit sur mon épaule gauche et mon bras gauche sur mon épaule droite. Je réfléchissais et je pensais à cette phrase. Et cette phrase que j'avais en tête, qui tournait, qui tournait, qui tournait. Cette phrase qui tournait, c'était « Si l'infirmière n'arrive pas, si la personne qui doit me retirer cette chose que j'ai dans le cou ne vient pas, je l'arrache tout seul. » Je pensais vraiment, si cette personne qui doit m'enlever ça, que j'ai dans le cou, si cette personne, cet infirmier, cette infirmière, qui doit m'enlever ce que j'ai dans le cou et ne vient pas, je l'arrache tout seul. Et comme c'était accroché à une veine, je ne pouvais pas l'enlever. À un moment, l'infirmier m'a vu. Il m'a vu et il est venu devant moi. Il m'a demandé pourquoi est-ce que j'étais si malheureux. Et je lui ai dit, ça fait des heures que j'attends pour qu'on me retire cette chose que j'ai au cou. Je lui ai expliqué que ça fait des heures que j'attends et que ça fait des heures que je pense à me l'enlever moi-même et à tirer de toutes mes forces. Il m'a regardé et s'est mis à côté de moi. Il a dit « Ne fais surtout pas ça ». C'est la seule chose qu'il ait dite. Il a dit « Ne fais surtout pas ça ». Je l'ai regardé et rien que le fait de m'avoir dit « Ne fais surtout pas ça », il s'est levé, il m'a dit « Ça va aller » et il est parti. J'ai vu qu'il est revenu quelques minutes après. Il avait parlé avec des infirmiers et des infirmières. Il y avait une femme très droite qui avait l'air très stricte. Il lui a parlé. Il a parlé avec 2 infirmières. Il a signé des papiers parce que j'ai vu. J'ai vu de ma chambre, j'ai vu de la porte. Le secrétariat, là où il y a tous les médecins, était entièrement en vert. J'ai vu ce qu'il faisait. Il s'est déplacé à un bureau et a signé les papiers. Il s'est assis au bureau, devant un PC, devant un ordinateur. J'ai vu qu'il avait ouvert un dossier. Je ne sais pas ce que c'était, je ne voyais pas l'écran. Mais c'était peut-être un dossier. Il a ouvert un dossier, a fermé le PC, s'est levé. Il est revenu et il avait un chariot entre les mains. Je l'ai regardé. Il est rentré et s'est installé à côté de moi sur une chaise.
Quand il est rentré, il s'est juste installé à côté de moi et a commencé à chipoter à mon cou. Il m'a retiré le fil, il m'a retiré un fil que j'ai senti dans mon cou, glisser le long de ma veine. Il me l'a retiré et me l'a enlevé. Quand il est rentré, la chose qui m'a fait le plus plaisir quand il est rentré, c'est qu'il a vu dans mon regard. Il a vu dans mon regard, quand il est rentré avec le chariot, avec les outils qui avaient été désinfectés et nettoyés et stérilisés, il a vu dans mon regard que j'étais heureux, que j'étais content, que mes yeux étaient brillants et pétillaient. Ensuite, il s'est installé à côté de moi. Il n'a pas daigné me dire « je vais t'enlever ça », il n'a pas daigné me dire « je vais t'enlever ça » ou « je vais l'enlever ». Il s'est juste installé à côté de moi, a mis ses mains à mon cou et l'a retiré. Il l'a retiré, l'a posé sur le côté, il y avait quelques gouttes de sang et il est parti. Ensuite, il est revenu quelques heures après et il a dit « tu vois, j'en ai parlé avec les autres ». Ça, pour moi, c'est la plus belle chose qu'il ait pu faire de toutes les plus belles choses qu'il a faites pour moi. Il a fait beaucoup de choses pour moi, cet homme. Mais ça, c'est l'une des choses les plus belles qu'il ait pu faire. Agir sans réfléchir à l'intérêt de quelqu'un. Il a agi sans réfléchir à mon intérêt à moi. Sans réfléchir, il a agi. Et il a fait ce que je voulais qu'on fasse. C'était la plus belle chose qu'il ait pu faire pour moi. Et il est parti. Il est parti avec cette chose que j'avais au cou, sur un plateau. Et ensuite, le lendemain, il a nettoyé mon cou. Il a nettoyé mon cou avec un gant de toilette qui était encore un petit peu couvert de sang. Et il est reparti encore une fois en agissant à mon intérêt à moi. Je voulais qu'on nettoie mon cou parce qu'il était couvert de sang. Et il l'a nettoyé. Et il est reparti. Il agissait toujours dans mon intérêt. Je ne sais pas pour quel but, mais il agissait toujours envers ce que moi je voulais qu'on fasse. Et c'est pour ça que je l'aimais. Parce que les autres infirmiers ou infirmières auraient dit maintenant on va faire ça, mais dans quelques heures. Ou alors m'auraient dit maintenant on va faire ça, mais plus tard. Ou alors auraient commencé à le faire et m'auraient dit attention ça va faire mal, ou attention je commence, ou je vais commencer, d'abord je vais faire ça. Mais lui, il agissait et faisait. Il ne me disait pas attention, ou alors je vais commencer. Il agissait tout de suite. Et c'est ce que j'aimais chez lui, et qui faisait qu'il me rendait heureux et content tout le temps. Même quand j'étais pas bien, il me rendait heureux. Aujourd'hui, quand je me sens pas d'aller à l'hôpital, je pense uniquement à lui. Et tout de suite, ça va mieux. Les couloirs qui sont blancs, les numéros des chambres, cette tristesse, cette mort qui règne, la peur, l'angoisse, l'impression qu'on va jamais ressortir de cet endroit. Maintenant, quand je pense à lui et que je vais à l'hôpital, tout ça disparaît. C'est comme si le fait de penser à lui, c'était que je sois déjà guéri en fait. Je sais que je ne vais jamais guérir de ce que j'ai, parce que c'est une maladie incurable. Mais rien que le fait de penser à ce que lui a fait pour moi, quand j'arrive à l'hôpital, l'impression de peur, cette impression que tu ne vas pas sortir, cette impression que tu es contagieux, cette impression que les autres te regardent avec dégoût, disparaît. Et c'est magique en soi. C'est magique en soi d'avoir une personne comme ça. J'ai la chance au moins d'avoir eu une personne comme ça dans ma vie qui a pu éclairer ma lanterne quand elle s'éteignait. Quand elle s'éteignait,
il a pu éclairer ma lanterne. C'était lui qui éclairait mon chemin quand j'étais perdu. Alors maintenant, quand on me dit, Hugo, on a un rendez-vous à l'hôpital et que je n'ai aucune envie d'y aller, je pense à lui. Et là, cette impression de je n'ai pas envie d'aller à l'hôpital disparaît. Elle disparaît vraiment. Je sais que c'est pas un médicament. Je sais que c'est pas un médicament ou quoi que ce soit. C'est pas un remède magique ou une potion magique. Mais le fait de penser à lui me fait me libérer de toutes ces souffrances que j'ai pu endurer à l'hôpital et qui font en sorte que je rejette l'hôpital. Je rejette l'hôpital parce que j'ai souffert là-bas aussi. Je n'ai pas été que heureux là-bas. Et donc, dans toute cette souffrance à laquelle je pense quand on me dit que je vais aller à l'hôpital, quand je pense à lui, cette souffrance devient de la joie, de l'amour, de l'empathie, devient des moments heureux partagés avec cet infirmier, mon infirmier. Alors tout de suite, quand je suis au rendez-vous, à l'hôpital, je sais qu'il y a une porte de sortie. Je sais qu'il y a une porte d'entrée. Et je sais que si je suis rentré par la porte d'entrée, je sais que je vais sortir par cette même porte. Alors qu'avant, cette souffrance que je posais sur l'hôpital, et qu'on me disait, on va à un rendez-vous. Je passais par cette porte, mais derrière moi, ce que je voyais, ce n'était pas la même porte en papillon ou en éventail. Ce n'était pas la même porte en papillon ou en éventail que je voyais derrière moi, cette porte en tourniquet. C'était pas ça que je voyais derrière moi. C'était un mur fermé, un mur de briques, même pire, un mur de briques toujours en construction, comme si on m'empêchait de sortir. Mais maintenant que j'ai libéré ce souvenir de mon esprit, quand je vais à l'hôpital, je me dis, rappelle-toi de lui. Rappelle-toi de ce qu'il a fait pour toi. Rappelle-toi de comment il t'a traité. Rappelle-toi de tous les jours où il venait te voir à l'hôpital. Rappelle-toi de ça. Et maintenant, quand je passe la porte et que je rentre et que je vais à un rendez-vous, rien que le fait de penser à lui me libère. Et je me sens comme à ma place. Je me sens comme à ma place, et ça va être très dur de dire ça pour moi. Mais un malade à l'hôpital, je me sens à ma place. Je ne me sens pas comme un être humain qui arrive dans un endroit où on est censé être malade, ce que je croyais avant, ce dont j'avais l'impression avant. J'avais l'impression d'être un être humain totalement normal, qui arrive à l'hôpital, un endroit où on doit être malade pour pouvoir donner un diagnostic, des médicaments, et pour pouvoir donner une cure. Pour pouvoir donner quelque chose à soigner. Maintenant, j'arrive et je me dis, je suis malade, je suis à l'hôpital, je suis à ma place, parce que je pense à lui. Et ça, c'est une délivrance qui est juste magique, et c'est grâce à lui. Un jour, Claire, ma belle-mère, devait passer me voir un jour. Je lui avais demandé par message, je lui avais envoyé un film que je voulais absolument pour ma collection de films d'horreur. Pour ma collection de films d'horreur, il y avait un film que je voulais absolument. Je lui ai envoyé la photo, après avoir cherché l'article sur Amazon. J'ai envoyé la photo.
Je lui ai envoyé un print screen et je lui ai demandé, s'il te plaît, est-ce que tu peux me l'acheter? Elle m'a envoyé un smiley avec oui, bien sûr. J'ai regardé ça et rien que le fait de voir ce smiley et ce petit message, cette réponse positive qui disait oui à une demande qui avait été jetée dans le vide, me réchauffait déjà le cœur. Plus tard, j'ai vu Claire venir me rendre visite. La personne qui avait ouvert la porte, c'était l'infirmier. Il m'a regardé avec un sourire qui a embelli ma journée et qui a réchauffé ma chambre d'un seul coup et qui a réchauffé mon cœur. Il m'a regardé, a ouvert la porte, m'a donné un effet de surprise. Il m'a donné un effet de surprise, a ouvert la porte et a dit « Regarde qui vient de rendre visite ». J'ai vu ma belle-mère rentrer. Elle était rentrée avec un sac dit et elle s'était mise devant mon lit. J'avais l'impression qu'elle avait oublié ce que je lui avais demandé. Mais d'une minute à l'autre, elle est arrivée. Elle est arrivée près de moi, elle a ouvert son sac dit et m'a donné mon DVD. Je l'ai pris, je l'ai regardé, il était toujours dans un plastique. J'ai essayé de l'ouvrir avec mes ongles sur le côté. Je n'y arrivais pas et j'ai vu que l'infirmier est parti. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il partait. Quand il est revenu avec une paire de ciseaux. Il me l'a tendu, je l'ai pris et je l'ai ouvert. Je n'avais pas dit un seul mot. Je l'ai regardé. Il est resté là à côté de moi quelques instants. Ensuite, Claire était partie en bas se chercher quelque chose. Il est resté avec moi. Et il m'a demandé de quoi ça parle. Je lui ai expliqué alors de quoi parlait le film. Il s'est intéressé à quelque chose qu'il n'aimait pas. Il s'est intéressé à quelque chose qu'il n'aimait pas, quelque chose qu'il ne connaissait pas. Quand je lui ai dit que c'était un film d'horreur, il m'a dit qu'il n'aimait pas les films d'horreur, que ce n'était pas son genre de film. Et pourtant il s'y est intéressé. Je lui ai dit qu'il y avait plusieurs acteurs que j'aimais bien dans ce film. Il y avait une actrice que j'aimais bien dans ce film et je lui ai dit que j'aimais bien cette actrice parce qu'elle avait joué dans une série d'horreur, American Horror Story. Et il s'est intéressé à moi. Il a continué la conversation et il m'a demandé pourquoi est-ce que tu aimes cette actrice. Je lui ai répondu, tout bêtement, parce qu'elle joue bien. Je lui ai dit, elle joue bien, j'aime bien sa manière, j'aime bien comment elle joue, j'aime bien son physique, et surtout, je lui ai dit, elle s'appelle Lily. Je ne le savais pas encore à cette époque-là, pas du tout. C'est une question que j'ai posée bien plus tard, des années plus tard, mais Lily, c'est le nom que je devrais avoir. C'était le nom que j'étais censé avoir, le nom que je devais avoir, le nom que ma mère et mon père avaient pris si jamais j'étais une fille. Alors, si je pouvais lui dire aujourd'hui, je lui dirais, cette actrice joue bien et joue dans ma série d'horreur préférée American Horror Story, et elle s'appelle Lily, comme moi, si j'étais une fille. Je sais que ça paraît stupide de dire ça, mais il a continué à s'intéresser. Il a continué à s'intéresser et à développer, comme s'il ne voulait pas que la conversation s'arrête. Et on a parlé de ce film pendant des heures. Ensuite, Claire est revenue. Et là, la visite était terminée. Il a fermé la porte. Et rien que le fait de s'être intéressé à ça, pour quelque part raviver cette flamme qui est déjà existante, il a apporté de la lumière et de la chaleur dans ma chambre.
Et j'ai trouvé ça génial de sa part. C'était magnifique et miraculeux. C'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que je l'aime en tant qu'infirmier qui a été mon infirmier, parce qu'il a fait ça et beaucoup d'autres choses. En fait, plus je pense à lui, plus je me dis que si j'avais pu arrêter le temps, j'aurais arrêté le temps à cette période. Vraiment, chaque fois que je pense à lui, chaque fois que je pense à cet infirmier qui a pris soin de moi, c'est comme si je me posais la question, Hugo, si tu pouvais arrêter le temps, et que tu pouvais arrêter le temps une seule fois, à quelle période tu arrêterais le temps? Et surtout, la question la plus importante, c'est quand est-ce que tu la redémarrerais? Et où est-ce que tu l'arrêterais? Combien de temps est-ce que je revivrais ça? C'est la question que je me pose vraiment. Maintenant, en parlant de lui, je me pose cette question. Si je devais arrêter le temps, ce serait quand il s'est occupé de moi. C'est vraiment là que je voudrais arrêter le temps. Mais j'arrêterai le temps à cette période-là, mais je la redémarrerai quand? Je la redémarrerai au début, quand il a commencé à prendre soin de moi. Et je l'arrêterai quand? Ça, c'est la question. La vraie question, c'est quand est-ce que tu arrêteras de revivre cette période? Est-ce que je veux vraiment la revivre jusqu'au bout? Ou est-ce que je l'arrêterai à un moment précis? Un moment qui m'a vraiment marqué? Il était toujours là pour moi. Toujours. Ça va peut-être être vraiment spécial ou paraître quelque chose d'énorme, mais c'était presque comme si j'avais tissé un lien avec lui, comme une araignée peut tisser une toile, c'est comme si lui et moi, on avait tissé un lien. J'étais son patient triste et déprimé. Je sais que parfois ça peut être relou d'être triste et déprimé, mais j'étais son patient qui n'allait pas bien. J'étais son patient souvent triste, souvent déprimé, souvent qui n'allait pas bien, qui se consolait dans son casque, qui se consolait dans sa musique, qui se consolait avec son GSM, qui se consolait avec les applications de son GSM, qui se consolait avec les messages de ses contacts qu'il envoyait, qui se consolait avec son ami à qui il parlait matin et soir. Et lui, il était là pour s'intéresser et se forcer à s'intéresser, ou parfois tout simplement s'intéresser. Et c'était quelque chose de magique. Vraiment, c'est quelque chose de magique de faire ça. C'est quelque chose de magique de faire ça à quelqu'un. De lui offrir cette présence si puissante et de lui dire « Je m'intéresse à toi, je m'intéresse à ce que tu es, et je continue à faire ça. » Et vraiment, tout ça, ça a été très important pour moi. C'est pour ça que je fais cette histoire aujourd'hui et que je parle de lui. J'ai beau parler de lui comme si c'était un ange, même si personne n'en est un. C'est juste, en fait, c'est pas lui, c'est vraiment ce qu'il a fait. Il a été là pour moi dans les pires comme dans les plus horribles moments, et il est resté là. J'ai connu beaucoup d'infirmiers et beaucoup d'infirmières, mais j'en ai jamais connu qui soient restés dans les pires comme dans les plus horribles moments avec moi. J'en ai jamais connu un seul qui ait pris le temps de m'écouter, qui ait pris le temps de me parler,
qui ait pris le temps de s'intéresser à moi et qui ait pris le temps de tout faire pour que je ne sois pas triste. J'ai connu des infirmiers qui m'ont soigné, mais ça s'arrêtait là. La plupart des infirmiers qui prenaient ma tension mettaient ce scratch à mon bras, prenaient ma tension et repartaient. Lui, quand il prenait ma tension, il mettait ce scratch à mon bras, il allumait la machine et il me parlait. Il me parlait de tout ce qui pouvait être une conversation, mais il engageait une conversation. Il engageait un contact avec moi. J'ai connu plein d'infirmiers, mais les infirmiers et les infirmières que j'ai connus s'arrêtaient à leur job. Les infirmiers et les infirmières que j'ai connus s'arrêtaient à leur job, et c'est tout. Lui, il engageait une conversation, et en même temps il travaillait. Et ça, c'est quelque chose de magique, d'offrir ça à quelqu'un, c'est quelque chose de magique, d'engager une conversation. Alors que la plupart des médecins n'engagent pas de conversation, et tout s'arrête à leur job. C'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose, surtout, c'est quelque chose qui marque et c'est quelque chose qu'on retient. C'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Des choses comme ça. Ça peut paraître petit et infime, mais c'est des choses qu'on n'oublie pas. Un jour, j'étais triste. Parce que j'avais plus de nouvelles de mon petit ami. J'étais vraiment triste ce jour-là. J'avais aucune nouvelle de mon petit ami alors qu'on venait de se téléphoner. On venait de se téléphoner, de se parler, c'était un moment agréable. J'avais parlé avec lui. Souvent avec mon petit copain, je me souviens, quand j'étais jeune, je devais avoir 17 ans. Aujourd'hui j'ai 23 ans. Avec lui, on parlait de plein de choses. Comment ça allait se passer dans le futur, qu'est-ce qu'on allait devenir, qu'est-ce qu'on allait faire. On s'imaginait par exemple dans une maison, vivre ensemble. Moi, je m'imaginais avoir un métier particulier. Lui, il s'imaginait avoir une voiture particulière. Il s'imaginait rentrer du travail. Moi, je m'imaginais travailler encore à la maison. Lui, il était là, avec moi. On parlait de ça. On parlait de ça et on imaginait même la maison, comment est-ce qu'elle était. Je me souviens que mon petit ami m'avait dit qu'il imaginait une maison avec des murs blancs, au bord d'un lac. Il m'avait clairement dit ça, il m'avait dit « J'imagine une grande maison blanche, au bord d'un lac, avec une baie vitrée, une grande baie vitrée, et il m'avait dit une véranda. Il m'avait dit une véranda qui fait tout le contour de la maison. Il m'a dit qu'il imaginait de grandes fenêtres et une fenêtre ronde. Je le regardais, quand il m'avait expliqué comment il imaginait la maison, moi je le regardais avec un peu d'incertitude. Je le regardais avec un peu d'incertitude, avec un peu de rêve dans les yeux, parce que je me disais que ce n'était pas possible. Je me disais que c'était pas possible, que c'était inimaginable d'avoir cette maison. C'était inimaginable d'avoir cette maison, c'était impossible. Et donc, je le regardais avec de l'incertitude, avec du rêve, voire même parfois avec du recul, parce que j'avais peur d'enclencher ce mode de vie. J'avais peur d'enclencher ce mode de vie avec lui. J'avais peur de quitter la maison. J'avais peur de devoir me retrouver seul avec lui, dans le vide affectif de la vie. J'avais peur de me retrouver dans le vide affectif de la vie. J'avais peur de me retrouver dans le vide total avec lui. Je me disais, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et cette voiture que tu veux tant, comment est-ce qu'on va la payer? Avec quoi? Avec quel argent? Et j'avais peur de tout ça. Mais on continuait à rêver. Et c'était beau, parce qu'on s'imaginait des endroits, des lieux, des moments, des choses qu'on faisait. On s'imaginait même parfois un bête appartement à visiter avec
un deux pièces, on s'imaginait ça, un bête appartement, un deux pièces à visiter dans lequel on vivrait à deux. Et moi j'avais peur, mais en même temps, j'étais en train de rêver avec lui. En même temps, j'étais en train de rêver avec lui, de fantasmer. Et quelques jours après, il a arrêté de me téléphoner. Il a arrêté de me téléphoner. Moi, j'ai continué à lui envoyer des messages, à lui demander comment est-ce qu'il allait. Je lui demandais comment est-ce qu'il allait, à quoi il pensait, est-ce qu'il pensait à moi. Et je ne recevais aucune réponse. Un jour, l'infirmier, il est arrivé et il s'est mis sur mon lit. Il m'a demandé pourquoi j'étais triste. Je lui ai dit comment est-ce qu'il sait que j'étais triste. Comment est-ce qu'il savait. Il m'a dit, tout simplement, il a tout simplement décrit la manière comme j'étais assis. Il a décrit la manière dont j'étais assis. J'étais assis, mes jambes recroquevillées contre moi. J'étais assis, mes jambes recroquevillées contre moi et mes bras autour de mes jambes. Je regardais par terre au-dessus du grillage. Je regardais par terre au-dessus de la grille du lit. J'avais mes affaires à côté de moi, mon casque sur mes oreilles, et j'avais mon GSM sur le côté, avec l'album que j'écoutais en aléatoire. Et il y avait plein de signes que j'étais triste. Déjà, j'écoutais de la musique triste. J'écoutais Cigarette After Sex, un groupe de musique qui fait de la musique très triste. J'écoutais Cigarette After Sex, c'était le premier signe. C'était une musique triste, fade, noire, une musique amère, qui laisse un arrière-goût dans la bouche qui fait mal. J'écoutais ce genre de musique qui nous donne l'impression qu'on a été poignardé dans le dos alors qu'il ne s'est rien passé. Le deuxième signe, je laissais ma musique en aléatoire et je ne prenais pas la peine de choisir un morceau. Je ne prenais pas la peine de choisir un album. Je choisissais un album ou alors une playlist et je la laissais en aléatoire. C'était vraiment le signe que je m'en foutais. J'avais mes jambes contre moi et je regardais par terre. Quand il est arrivé, il m'a vu comme ça. Il a vu ces 4 signes, que je regardais par terre, que j'avais mes jambes recroquevillées, que j'étais contre le lit, que ma musique était en aléatoire. Et surtout, le signe le plus flagrant qu'on remarquera toujours chez quelqu'un qui est triste. Ses yeux qui sont un peu mouillés. Ses yeux qui sont un peu mouillés, comme s'il pleurait mais il ne pleurait pas encore. Ce signe-là. Ce signe-là, quand tu as les yeux un peu humides mais que tu ne pleures pas encore, que tu sens que les larmes montent dans ta gorge, que tu les sens ici au niveau de tes clavicules, que tu sens au niveau de ta gorge les larmes qui montent au niveau de tes clavicules, que tu les sens monter le long de ton œsophage et que finalement tu commences à les sentir dans tes pommettes, dans tes fossettes et dans tes joues, et que tu as l'impression que tes joues sont inondées d'eau. Il m'a vu avec ces yeux-là. Il m'a vu avec ces yeux-là et il m'a regardé. Il s'est installé à côté de moi et il m'a dit « Écoute, j'ai un petit ami, moi aussi. » Et il m'a dit, quand je l'ai rencontré pour la première fois, il m'a expliqué comment il avait rencontré son petit ami. Il m'a dit « Tu sais quoi ? Je me sentais pas à la hauteur. J'avais l'impression qu'il était mieux que moi. » Il m'a expliqué qu'il avait l'impression qu'il était mieux que lui, qu'il se sentait pas à la hauteur, qu'il avait l'impression d'être nul, d'être quelqu'un de complètement faible. Et finalement, il a osé lui parler. Et aujourd'hui, il m'a dit, aujourd'hui je suis avec lui, je suis en couple avec lui. Il m'a montré des photos d'eux deux, arrangé son GSM. Il a posé sa main dans mon dos et m'a juste dit, je te promets qu'il va te rappeler. 2 jours plus tard, j'avais reçu un SMS. 2 jours plus tard, j'avais reçu un SMS de mon petit ami.
c'est aussi l'une des plus belles choses qu'il ait pu faire pour moi. C'était de me dire ça, de me raconter sa vie afin de me relever quelque part. Il m'a raconté sa vie, il m'a pas raconté sa vie comme les personnes qui commencent à essayer de raconter leur vie pour dire regarde, tiens, j'ai une vie géniale, mais il m'a raconté sa vie du côté de ce que moi je plaignais. Donc du côté de ce dont moi je me plaignais pour ça, il m'a raconté sa vie sur ça. Je me plaignais, j'étais triste, j'étais vraiment triste que mon amoureux, que mon petit copain ne me réponde plus. Il n'a pas commencé à raconter sa vie sur des sujets totalement qui font partie de sa vie, mais il m'a raconté sa vie sur le même sujet que ce dont moi j'étais triste, mon petit ami. Il a commencé à parler de son petit ami à lui, de comment il l'a rencontré, du fait qu'il se sentait faible et que finalement il est avec lui aujourd'hui. Et il m'a dit que t'inquiète, tu recevras un message de ton petit ami parce qu'il pense à toi, il t'aime très fort. Et 3 jours après, j'ai reçu un message de mon petit ami qui me disait « Salut mon cœur, comment tu vas ?» J'ai engagé la conversation et la conversation a duré quelques jours. Elle a même duré une nuit entière. Et je ne le remercierai jamais assez pour ça.